Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui se veut réflexive et je vous inviterai à la réécouter, à la pondérer, à la méditer, à la réfléchir. Aujourd'hui, on va parler d'authenticité. C'est quelque chose qui vous intéresse, vous êtes nombreux à vous intéresser à ça. Moi-même, je me veux être authentique, mais finalement, qu'est-ce que c'est l'authenticité ? Comment être authentique vis-à-vis de soi-même, comment être authentique dans ses relations et est-ce qu'on a bien une bonne compréhension de ce qu'est être authentique finalement. Donc pour commencer, on va simplement rappeler la définition de ce qui est authentique. Ce qui est authentique, c'est quelque chose qui est vrai, qui est sincère, qui est réel, qui est exact. Donc lorsqu'on applique ce principe d'authenticité à une personne, cela voudrait dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une personne en termes de pensée, de schéma de comportement, d'émotions, eh bien que tout ce qui existe au-dedans d'une personne se reflète à l'extérieur, soit exprimé à l'extérieur tel que cela existe au-dedans de la personne. Ça voudrait dire que du coup, il n'y a absolument aucun filtre. Donc on pourrait connecter au fait d'être authentique, le fait d'être congruent. Déjà d'être en accord avec ce qui existe en nous et ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on exprime. Dans la plupart des cas, on va pouvoir être congruent, attendu qu'on soit aussi conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'on sache définir nos besoins, nos envies, nos aspirations, nos pensées, nos émotions, pour qu'on puisse les exprimer, pour qu'on puisse les dire. Donc, ça sous-entend quand même que pour être authentique, il faut déjà avoir une certaine conscience de soi, une certaine présence de soi. Et puis, au-dedans de nous, il n'y a pas que, on va dire, les bons côtés. On a forcément des mauvais côtés. Et ce sont ces mauvais côtés qui sont plus rarement exprimés. On va plus rarement laisser jaillir notre colère, à notre travail, envers notre patron, ou envers toute entité qui représente une forme d'autorité, une forme de hiérarchie. Sinon, on peut perdre notre travail, on peut se faire chasser de telle association, de telle institution. Donc forcément, quand c'est pour exprimer des choses, on va dire, qui vont nous exposer dans nos aspects sombres, on va plutôt avoir tendance à taire ces parties de nous. Et puis, sans oublier que chez certaines personnes, il y a vraiment des aspects très très sombres, il y a des degrés, on va dire, il y a des nuances plus ou moins marquées, plus ou moins, on va dire, dures, d'ombre et de sombre en nous les humains, et évidemment que les personnes qui ont des aspects extrêmement sombres, eux vont aussi les retenir, parce qu'on sait qu'il y a la loi. Et donc en fait, si on ne respecte pas la loi, les autorités nous tombent dessus, et c'est là où la loi nous protège. C'est là où vraiment elle permet à ce que des personnes qui ont des excès d'ombre, les retiennent et s'abstiennent de passer à l'action. Et donc ces personnes-là, heureusement pour la plupart d'entre nous, ne sont pas authentiques. Donc être authentique, c'est vraiment exprimer le plein soi, tant dans notre aspect lumière que dans notre aspect ombre. Donc est-ce qu'on a vraiment envie d'être authentique à ce point ? Déjà voilà, c'est une première question qu'on peut se poser. Après, cacher systématiquement sa vulnérabilité, sa sensibilité, ses défauts, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? On va voir ça un petit peu dans le courant de cette vidéo. Parce que j'ai envie d'aborder, cette réflexion sous un angle à la fois, par rapport au plan humain, par rapport à notre conscience humaine, mais comme je nous considère plus que des êtres humains, forcément j'ai envie d'aborder ce sujet aussi sous un angle plus spirituel. Et c'est là où, pour moi, ça va devenir intéressant. Sur un plan humain, par rapport à comment notre cerveau il s'est construit, par rapport à notre génétique, donc par rapport à nos antécédents familiaux, par rapport à toute la ligne d'événements et donc par rapport à tout cet aspect expérientiel, notre cerveau, notre psyché, notre psychologie va se développer d'une certaine manière. Et donc on va grandir, évoluer,
avec des forces, avec des faiblesses, avec des qualités, avec des défauts, avec des zones de lumière, avec des zones d'ombre. Donc on a forcément des deux, et dans le fait d'être authentique, ce serait de montrer ces deux facettes en fait d'une même pièce, nous-mêmes. Donc est-ce que dans le fait d'être authentique, c'est juste de montrer à la fois tous les aspects lumière de nous-mêmes et tous les aspects d'ombre de nous-mêmes? Sachant que si on se pense uniquement humain, effectivement, le fait d'être authentique va vouloir nous amener à dire peut-être nos 4 vérités à notre voisin. Et à un moment donné, un jour, lui dire qu'on n'en peut plus qu'il gare sa voiture au mauvais endroit. Ou qu'on n'en peut plus qu'il mette systématiquement la musique après 22 heures. Ou que notre voisine arrête de porter des talons aiguilles quand elle marche sur son parquet dans l'appartement du dessus. Est-ce que, voilà, exprimer les 4 vérités à quelqu'un, de lui dire écoute, ça fait des années que tu me rabâches les mêmes problèmes, regarde-les en face et arrête de me saouler avec ça. Ça voudrait dire ça aussi, être authentique. Donc, être authentique, c'est déjà, et je le redis parce que je l'ai dit juste brièvement en début de vidéo, c'est déjà avoir suffisamment de conscience de soi, de présence à soi pour savoir observer, détecter, décoder ce qui se passe au-dedans de nous. Et forcément, on ne peut faire cette observation que de ce dont on a conscience. Parce que forcément, tout ce qu'on aura refoulé, tout ce qu'on aura, on va dire, pas su, on va dire, être conscient présent, ça va être dans un aspect inconscient, subconscient de nous-mêmes. Donc forcément, ce que je dis se limite à ce dont on peut avoir conscience. Après, quand on fait un travail d'introspection, un travail de développement personnel, on va pouvoir faire émerger de notre inconscient, faire remonter à la surface de notre conscient et bien certaines choses, et donc d'avoir encore plus de conscience de nous-mêmes et de savoir mieux composer avec ces différents aspects de nous et nos fonctionnements, nos zones de fragilité, nos zones de force, etc. Donc lorsque on veut être authentique et quand on se cantonne juste à cet être humain que nous sommes, c'est de comprendre que en fait on fait aussi avec la manière dont notre cerveau s'est développé. Et est-ce que notre cerveau définit réellement qui nous sommes? C'est une question que je pose. Je ne vous donne pas la réponse, c'est une question que je vous pose. Est-ce que la manière dont, on va dire, vos branchements neuronaux se sont formés définissent absolument qui vous êtes? Est-ce que tel pattern neuronal qui va engendrer tel schéma mental, tel schéma comportemental, eh bien, est-ce que c'est réellement qui vous êtes? Dans le sens où la vie va amener, on va dire, des modifications dans notre cerveau. On va vivre des traumas, on va vivre des joies, on va vivre tout un tas d'expériences qui vont façonner notre cerveau en fonction de comment on répond à ces événements, de comment on choisit de croire, de passer à l'action, de se retrancher, de fuir, etc. Donc forcément, notre cerveau, il a sa structure propre, et c'est une structure, on sait qu'elle peut évoluer, on voit avec tout ce qui est, on va dire, les neurosciences, la neuroplasticité, etc. Tous les travaux, par exemple, de Joe Dispenza, voilà, nous amènent à prendre en main notre propre transformation cérébrale d'une certaine manière, neuronale, et bien, de ne pas se définir finalement par la manière dont notre cerveau s'est construit au gré de notre évolution, de nos expériences. Donc ça pose la question, si là, à cet instant T, mon cerveau, qui va impacter du coup le champ psychologique, le mental, l'émotionnel, l'instinctif, si mon cerveau, à cet instant T, il est façonné de telle manière et que ça génère tel type de pensée, tel type d'émotion, tel type de comportement, est-ce que c'est réellement qui je suis? Et lorsqu'on aura fait une transformation, un travail de développement qui va permettre de configurer un peu notre cerveau différemment, est-ce que cette future version de soi, de nous, va encore nous définir dans qui nous sommes? Comme ce cerveau, il est, on va dire, il est amovible, il est reconfigurable dans une certaine mesure, est-ce que cette identité-là, c'est vraiment la nôtre? Est-ce qu'on peut se fixer, on va dire, sur l'identité, notre identité cérébrale, on va dire? Donc,
je fais que poser des questions pour vous amener à réfléchir, on est d'accord, on réfléchit ensemble, on se pose des questions ensemble. Parce que du coup, la personne que vous êtes aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas la personne que vous étiez il y a 10 ans. Vous avez vécu tout un tas de choses, votre cerveau aussi a vécu tout un tas de choses. Et votre personnalité, elle a pu évoluer en fonction des décisions que vous avez prises. Notamment, voilà, les décisions que vous avez prises ou que vous avez refusé de prendre, ça reste quand même une décision. Décider de ne pas prendre de décision, ça reste une décision. Des croyances que vous avez adoptées consciemment, inconsciemment, des croyances que vous avez décidé de remanier volontairement. Voilà, vous n'êtes pas la personne que vous étiez il y a 10 ans, il y a 5 ans, ni même il y a 1 an. Ça veut dire que ce qui vous définit est en perpétuelle évolution. Et je rappelle, ça veut dire qu'il faut rester aussi conscient de cette évolution, de cette transformation, de ce développement intérieur. Donc être authentique et exprimer qui nous sommes sur un plan humain va donc prendre en compte la manière dont notre cerveau s'est programmé et dans la manière dont on laisse cette programmation s'exprimer. Et je reviens sur le fait que notre cerveau, on va dire, on ne choisit pas exactement la manière dont il se développe. On n'a pas, on va dire, cette prise, cette maîtrise de notre développement cérébral. On subit quand même un petit peu, on subit même beaucoup. C'est un petit peu l'extérieur qui vient façonner notre cerveau un peu comme un tailleur de diamants qui extrait le diamant brut de la roche et qui ensuite va le tailler, va le polir pour qu'il prenne la forme, sa plus belle forme possible et que la lumière puisse passer dans ce diamant et rayonner, resplendir. Donc on pourrait dire que voilà, notre cerveau est taillé dans le dur par les événements de la vie et on n'a pas réellement la main sur la configuration, on va dire, initiale et dans les premières années de nos vies, je veux dire, jusqu'à post-adolescence. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui arrive à rester, on va dire, dans sa ligne directrice, dans sa verticalité, dans son alignement et qui fait des choix, on va dire, très précis, très conscients, etc. On est quand même majoritairement, on fait avec l'éducation que l'on reçoit de nos parents, de ce qu'on vit à l'école, de nos perturbations hormonales quand c'est l'adolescence. Voilà, on subit un petit peu les événements, nos chamboulements antérieurs, et ce qui fait qu'on va se retrouver à jeune âge adulte avec un cerveau qui s'est formé bon an mal an et sur lequel on n'a pas vraiment décidé d'avoir la main. Du coup, pour moi, je me pose cette question. Si c'est un cerveau qui s'est développé de manière un peu naturelle et donc en composant avec les éléments de l'environnement, est-ce que c'est réellement moi? Est-ce que ce cerveau me définit réellement? Sachant que voilà, on peut laisser la nature pousser et envahir les maisons, envahir les villes et laisser les ronces, les mauvaises herbes pousser, etc. Il y aura des bonnes choses dans la nature qui va pousser, mais il y aura aussi des choses qui vont, on va dire, profondément nous restreindre, nous contraindre et nous empêcher d'évoluer. Donc dans notre cerveau, il y a un peu ça se construit de son mieux, mais il y a des choses qui vont se construire dans notre cerveau qui ne seront pas forcément, on va dire, bonnes finalement pour nous, pour notre développement. Et pourtant, ça va être là, et c'est ce qui va donner des zones d'ombre, c'est ce qui va aussi donner des fragilités. Parce que si on avait vraiment la main sur notre cerveau, je pense que tout le monde aurait envie d'avoir un développement cérébral qui soit totalement propice à notre développement, qui soit totalement propice à notre épanouissement et à notre bonheur. On ne choisirait pas un cerveau mal construit qui va nous plonger dans la dépression, qui va nous plonger dans ce sentiment d'être sans cesse inférieur aux autres, etc. On ne ferait pas ce choix-là si on avait vraiment la main dessus. Et donc, en grande partie, ce qui va nous animer intérieurement, toute cette activité, toute cette richesse de pensée, d'émotions, etc., va être déjà grandement déterminée par notre agencement cérébral. Et moi, du coup, je fais une distinction entre cette configuration cérébrale et qui je suis profondément. Et qui je suis profondément, même si on ne peut pas encore le définir, on va dire que c'est une conscience. Une conscience. C'est-à-dire que je perçois ma propre existence et je perçois ce qui existe au sein de ce réel. Pour moi, c'est la définition de la conscience.
c'est cette capacité, cette qualité de perception. Dans cette qualité de perception, eh bien, cette conscience, peut-être qu'elle peut émaner du cerveau, peut-être qu'elle peut émaner donc de l'activité cérébrale, mais peut-être qu'elle peut émaner aussi d'un principe un peu plus grand que juste eh bien, cette activité cérébrale. Donc cette conscience eh bien, permet de me percevoir, de percevoir les autres et tout ce qui existe au sein de cette existence. Et cette conscience eh bien, se situe au-delà du fonctionnement cérébral. Elle peut voir ce qui se passe en bien, en mal, et rester en son centre, rester dans sa verticalité, rester quelque part, on va dire, dans un premier temps, neutre. Et c'est là où, pour moi, et pour ceux qui sont, on va dire, intuitivement persuadés qu'ils sont plus que des êtres humains, et qui ont cette ouverture à vouloir se penser plus que des êtres humains, c'est là où moi j'ai envie d'introduire la notion eh bien, de conscience spirituelle. Conscience spirituelle au sens que une conscience vivante, mais qui transcende cette existence humaine. Transcender, ça veut dire que ici, cette conscience est incorporée dans ce cerveau humain, dans cette psyché humaine, et que lorsque la mort de ce corps eh bien, arrivera, cette conscience perdurera, persistera dans le temps et ne subira pas de dégradation et préservera son intégrité en fait. Donc ce principe de conscience, si vous l'entendez, eh bien on peut comprendre que ce n'est pas lié à votre cerveau humain. C'est pas lié à notre cerveau humain, c'est pas lié à sa configuration, c'est au-delà de ce cerveau humain. Donc si on souhaite être authentique, est-ce qu'on veut le faire en s'appuyant sur notre configuration psychologique cérébrale, ou est-ce qu'on veut le faire eh bien, depuis notre principe de conscience, et de conscience ici spirituelle. Et ça veut dire aussi eh bien, approfondir le sens de qu'est-ce que eh bien, la conscience spirituelle. Pour ceux qui n'auraient pas fait cette méditation que j'ai faite sur ma chaîne, je vous invite à la regarder, je vous la remets ici. Cette méditation qui s'appelle « Qui suis-je » voilà, c'est une invitation à une sorte de réflexion méditative que je vous invite à faire, parce que je ne vais pas avoir le temps de redévelopper ça ici. Donc, soit je décide d'être authentique en m'appuyant sur la perspective de « je suis un être humain et je fais selon la manière dont mon cerveau est configuré », ou est-ce que je décide d'être authentique en m'appuyant sur cette conscience spirituelle que je suis, sur cette essence consciente, spirituelle que je suis. Et c'est là où ça peut tout changer en fait. Si je me vois pleinement humain et que je décide que tout ce qui se passe d'activité dans mon cerveau, mes pensées, mes opinions, mes croyances, mes décisions, mes actions, mes envies de comportement, etc., mes aspirations, mes désirs, mes peurs et tout, si je décide de m'exprimer depuis ce plan-là en moi, je vais naturellement exprimer différentes choses, du bon, du mauvais. Mauvais, il faut l'entendre dans le sens où que ça peut potentiellement nuire aux autres, mais aussi que ça peut potentiellement nous nuire à nous-mêmes. Si par exemple, on va au travail et ce jour-là, on est plus fatigué que les autres, donc plus facilement irritable, plus facilement décentré, et qu'on a un collègue ou une collègue et ça fait un moment où il y a une sorte de friction comme ça, eh bien qu'on finit par lui gueuler dessus ou par lui dire ses 4 vérités. En fait, on finit par être profondément maladroit ce jour-là et peut-être que ça va déboucher sur le fait d'être convoqué chez le chef et d'avoir un avertissement. Et si on laisse cette authenticité s'exprimer plusieurs fois, 2 avertissements, 3 avertissements, puis après on peut se faire licencier. Donc forcément, entre notre besoin d'être authentique, entre notre besoin de se dire tel que l'on est à un instant T, est-ce que c'est forcément nécessaire d'exprimer ce genre de choses? Déjà, c'est important, à mon sens, hein, avant de vouloir exprimer son authenticité, pour moi le plus important c'est d'être conscient de ce qui se passe en nous et du coup d'être lucide. Pour moi la lucidité c'est vraiment une clé fondamentale, je vous en reparlerai, mais c'est ce qui permet de nous élever profondément, de ne pas être dupe avec nous-mêmes et de ne pas être dupe aussi de ce qui se passe chez les autres.
Parce que vous voyez, votre authenticité, vous n'allez pas l'exprimer de la même manière en fonction si vous parlez à votre patron, si vous parlez à votre copain, votre copine, votre père, votre mère. Vous ne vous adressez pas aux gens de la même façon. Parce qu'on va automatiquement un peu comme s'adapter. Tout en restant, on peut rester authentique, mais tout en prenant soin, d'une certaine manière, de s'adapter à l'autre. Parce que on respecte l'autre, on apprend à respecter l'autre, on apprend à rester bienveillant, on apprend à respecter un minimum, on va dire, les codes de bienséance. Là, on va dire, c'est la morale, on va dire, ça va être déterminé par la culture du pays dans lequel on vit. Et bien sûr, on respecte la loi. Voilà. Donc, forcément, être à 100% authentique, c'est tout simplement impossible dans notre société. Il y a un minimum de codes. Et même si on pense ne répondre à aucun code, le fait d'être dans un corps humain, on est donc dans un cerveau humain, on a forcément un câblage, on est forcément limité par rapport à la manière dont notre cerveau a été construit. Donc même quand on se pense parfaitement libre et authentique de s'exprimer tel que l'on est, finalement on ne le fait que dans la limite du développement de notre cerveau. Et c'est là où le principe de conscience, et donc on va y revenir, est très important. Donc être à 100% authentique dans notre société, pour moi c'est pas souhaitable. Ça voudrait dire que celui qui a envie de me coller une baffe et qui se sent libre de le faire et de l'exprimer, bah je préfère qu'il retienne son geste et qu'il ne soit pas authentique à ce moment-là. Parce que, en fait, si vous voulez, une personne peut se sentir profondément froissée par une autre, offensée par une autre, parce qu'il aura une vision, une conception des choses, de la vie, et par rapport à tout son système de croyances et ses filtres, il aura perçu un message qui l'aura enfoncé. Mais peut-être que la personne qui aura parlé, en fait, n'avait rien d'offensant, ni de condescendant, etc. Et c'est là où il y a beaucoup de problèmes de relations, parce qu'on ne s'entend pas vraiment les uns les autres. On passe son temps à projeter des filtres, à entendre à demi-mot ce qu'a dit l'autre, à comprendre qu'à moitié ce qu'a voulu nous faire comprendre l'autre. Et on est souvent dans des conflits, dans des quiproquos, dans des interprétations. Donc déjà, voilà, même en étant authentique et on va dire, en préservant l'autre, en étant respectueux envers l'autre, en étant bienveillant envers l'autre, notre authenticité en plus peut très bien ne pas être entendue en fait. Et ne pas être vue, ne pas être comprise, ne pas être perçue pour de l'authenticité, pour une sorte de vérité de qui on est. Ça veut dire qu'en plus, si être authentique, le dire, le faire, l'agir, l'exprimer, n'est même pas un gage en fait d'être reçu, d'être reconnu en face, eh bien c'est pas forcément nécessaire de l'exprimer, à moins d'avoir un ami, une amie avec lequel on peut se confier profondément et qu'on sait qu'on va être absolument bien compris, écouté, et que l'autre va être présent à ce qu'on va dire, va sentir ce qu'on va dire, etc. Là, eh bien, on peut se livrer à ces personnes-là. Et sinon, le reste du temps, on va dire, en fonction du degré d'intimité, de rapprochement que l'on va avoir avec les gens, bah, on va pas être pleinement authentique. On va se livrer profondément, pleinement, à condition qu'on puisse rentrer dans une forme d'intimité profonde avec la personne. Donc en plus, en fonction, on va dire, du rôle de chacun. Un patron, un père, un frère, une sœur, un ami, un collègue, un ami moins proche, une connaissance, un inconnu. On va pas se livrer de la même manière. Et en plus du rôle de chacun, il va y avoir le fait que voilà, le degré d'intimité de la relation va forcément jouer dans la manière dont on va être authentique avec l'autre. Donc être authentique avec une personne, oui, mais ce sera toujours dans une certaine mesure et pour moi c'est important, c'est vital que ce soit toujours dans le respect de soi, mais dans le respect de l'autre, dans la bienveillance envers soi-même, dans la bienveillance envers l'autre. Ça, je veux dire, c'est la base indérogeable, invariable à appliquer. Sinon, tout le monde je pense qu'on vivrait dans le chaos, ce serait profondément désagréable et je ne souhaite pas un monde où tout le monde est absolument transparent, authentique et laisse libre cours à ses démons, à ses ombres, aussi à sa lumière, mais forcément on verrait des deux. Donc être authentique avec l'autre, c'est pas forcément nécessaire. Le plus important, à mon sens, c'est d'avoir conscience de ce qui se passe en nous et d'être lucide sur ce qui se passe en nous, parce que
C'est en étant conscient qu'on peut déjà avoir une meilleure prise en soi-même, sur soi-même, qu'on peut agir, qu'on peut décider, qu'on peut transformer, qu'on peut accueillir ce qui se passe en nous. Et est-ce que j'y laisse libre cours ou est-ce que c'est mieux de tempérer parce qu'il peut y avoir des retentissements, des retombées, etc. Et est-ce que c'est comme ça que j'ai envie d'être? Parce que pour moi, il y a une différence entre la personnalité qui émerge par rapport au développement du cerveau qui s'est fait, on va dire, bon an, mal an, et la personnalité que l'on choisit de raffiner, de construire, de tailler, de structurer. Et on va dire, dans un cas, on laisse faire la nature, dans l'autre cas, on devient un peu un jardinier de la nature. Et dans ces cas-là, on peut mettre en avant ou raffiner des aspects de nous et faire émerger quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus grand, d'encore plus noble. Et ça va rayonner autour de nous. Non seulement ça va profiter, on va dire, ça va nous bénéficier, nous, dans notre épanouissement, dans notre bonheur, dans notre verticalité, dans notre renforcement intérieur, et puis dans ce sentiment d'être profondément présent à soi. Et en plus, forcément, ça va avoir des retombées positives sur notre entourage. On va devenir une personne ressource, avec encore ces moments de fatigue, ces moments de vulnérabilité, ces moments de sensibilité. On ne va pas devenir des surhommes, des surfemmes pour autant. On a le droit d'exprimer le fait que là, c'est pas possible pour nous, on est trop fatigué, on est stressé, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, on a besoin d'une oreille attentive, etc. Voilà, ça ne veut pas dire que parce qu'on travaille à se structurer soi, dans sa personnalité, dans toutes ces facettes qui nous composent, qu'on va devenir des êtres parfaits et qu'on n'aura plus besoin de personne pour toujours. Non, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est juste de composer. C'est pas parce qu'on essaye de se structurer, on va dire, dans le beau, dans le doux, dans le bon, qu'on va nier les ombres, qu'on va nier ces zones, qu'on va qualifier de moins désirables. Non, on va pouvoir embrasser tout ça, mais on peut choisir sur quoi je veux mettre l'accent. Et peut-être que certains d'entre vous l'auront remarqué, mais plus vous allez rester conscient de tout ce qui existe en vous sur un plan humain, donc de ce qui est bon, de vos qualités, de vos capacités, et de tout ce qui est moins bon en vous, de vos défauts, de vos maladresses, de vos manquements, etc. On en a tous. Peut-être que vous aurez remarqué que si vous vous préoccupez plus du bon en vous et que vous continuez de le fortifier, ça va élever le reste en vous. Ça veut dire que ce qui se situe au plancher ou sous le plancher même, ça va remonter, ça va s'élever, ça va s'épurer, il y a des choses qui vont se dissoudre, des nœuds qui vont se défaire, ça va se retisser, se restructurer de manière plus harmonieuse, plus lumineuse, plus respectueuse, bienveillante, plus on va dire dans le vivant, dans le bon, dans l'épanouissement. Donc ça c'est vraiment important. Plus vous vous concentrez sur déjà ce qui est fort, ce qui est beau, ce qui est bon en vous, et plus vous allez élever, tirer vers le haut le reste. Et donc à mesure, vous allez ne faire que croître, que grandir, que vous élever, et finalement, ce qui vous paraissait très ombrageux, très sombre, très pénible en vous, avec les années, vous allez vous rendre compte que finalement, ça reste... Soit ça s'est nivelé, soit ça s'est adouci, soit ça s'est tempéré, et soit finalement ce que vous avez développé de force et de beau en vous est devenu tellement stable, tellement solide que ces petits défauts-là s'expriment presque plus parce qu'ils n'ont plus cette même force d'inertie qu'ils avaient quelques années auparavant. Et vous avez construit, bâti votre personnalité, votre identité par rapport à qui vous vouliez être. Et c'est là où vous développez, vous utilisez votre principe créateur. On va donc parler maintenant de l'aspect conscience, de l'aspect conscience spirituelle. Je disais du coup au début qu'on pouvait peut-être faire le choix de s'identifier à sa nature humaine, sa conscience humaine. Ici, conscience humaine veut dire tout ce qui émane de votre psyché humaine en termes de pensée, d'émotion, de fonctionnement, donc votre configuration psychologique cérébrale. Mais aussi, on peut faire le choix de s'identifier à qui l'on est dans notre essence spirituelle, donc en termes de conscience spirituelle. Et donc si vous faites ou si vous avez fait cette méditation intitulée « Qui suis-je ?», c'est de réfléchir à votre nature essentielle. Et si vous laissez cette porte en vous s'ouvrir
de vous dire que vous êtes beaucoup plus qu'un être humain, que vous êtes peut-être un esprit immortel, et cet esprit immortel que vous êtes, il est substantiellement parlant de même nature que la force cosmique, cette force immuable, cette force qui remplit l'existence, qui remplit l'univers, et que vous êtes là dans votre unicité, dans votre singularité, mais que vous êtes, voilà, substantiellement parlant, de même nature que cette force cosmique. Et donc si on décide de s'identifier à l'esprit que l'on est, à la conscience spirituelle que l'on est, on va se reconnecter à son essence première. Et une des choses qui va définir cette essence d'esprit que l'on est, c'est notre capacité de créer. On émerge de la force cosmique. La force cosmique a créé des esprits, a créé des êtres de conscience immortelle. Et on a ça en nous. On porte cette essence, cette aspiration à créer en nous. Et on a cette liberté de se façonner, de façonner le monde, de façonner l'univers. Alors bien sûr, avec cette multitude d'esprits qui existent, peut-être que des fois les créations des uns rentrent en conflit avec les créations des autres, peut-être. Mais je me dis qu'en même temps, l'univers est tellement vaste que tout le monde a de la place. Donc, c'est de se dire que l'esprit, dans sa conscience, ne va pas se limiter à simplement exprimer ce qu'il est à un instant T. L'esprit se réjouit déjà de son essence, de sa nature. C'est comme si la joie vibrait à même ses fibres d'existence. Donc on est dans une plénitude de joie, de sérénité, de gratitude en fait en tant qu'esprit. Donc quand on s'identifie à sa nature spirituelle, on peut aussi intégrer sa nature humaine. Parce que l'idée, c'est pas soit je m'identifie à mon humanité, soit je m'identifie à l'esprit que je suis. C'est pas l'un ou l'autre. Si je décide de m'identifier uniquement à ma structure humaine, là oui, effectivement, ce sera que l'aspect humain. Mais si on décide de s'identifier en tant qu'esprit, on va pas renier ce cerveau humain dans lequel on s'est incarné, dans lequel on est venu s'enchasser. On va pas renier ça. Mais on va prendre de la hauteur. On va être lucide. On va développer plus de finesse, de conscience, de douceur, j'ai envie de dire, de conscience qui va venir comme irriguer notre structure psychologique cérébrale humaine. Et du coup, c'est là où on va aussi retrouver ce pouvoir de nous-mêmes, cette prise de nous-mêmes et de nous sculpter avec encore plus de beauté, de finesse, de douceur et apporter plus de merveilleux en nous, en fait, finalement. Donc quand on se considère esprit, on embrasse tout ce qui va être au contact de cet esprit. À commencer par notre corps, par notre cerveau. Donc on ne renie pas notre corps, justement, on va infuser dans notre corps cette vibration de lumière, cette vibration de force, cette vibration de joie qui provient et qui vibre en fait à même l'essence de l'esprit immortel que l'on est. Et on va aussi laisser cette vibration s'infuser dans notre champ psychologique, dans nos émotions, dans notre mental, dans nos pensées, dans nos croyances. Et ce qui fait que ça va nous permettre de nous alléger de beaucoup de poids, de beaucoup de lourdeur sur un plan psychologique humain. Ça va permettre de lisser certaines peurs. Ça ne va pas dissoudre toutes les peurs. Parce que tant qu'on est incarné humainement, il y a des peurs dont on ne pourra jamais se défaire. À commencer par la peur de la mort. La peur de la mort, elle ne pourra jamais disparaître. Elle pourra être atténuée, mais elle ne pourra jamais disparaître. Parce que si la peur de la mort disparaît, ça veut dire que ça met en danger notre corps. Et que ça veut dire qu'on ne va pas faire assez attention à notre corps et on ne va pas laisser ce corps survivre. Voilà, si on se considère esprit et qu'on se dit c'est bon, je m'en fiche, c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour notre santé. Donc justement, c'est d'être dans cette présence, dans cette conscience que l'on est plus qu'un être humain, mais on reste lucide, on reste présent et on tient compte des besoins de notre humanité
Et on tient compte aussi de ces maladresses, de ces manquements, de ces agencements cérébraux qui ne sont pas parfaits et qui ont besoin d'être améliorés, qui ont besoin d'être réagencés, transformés pour que ça nous bénéficie, et sur un plan spirituel et sur un plan humain, et que l'on devienne, on va dire, comme un citoyen de l'univers, incarné ici sur cette terre, mais un citoyen qui se déploie dans le respect, dans la bienveillance, dans une forme du coup d'amour, si cela peut être compris à peu près correctement. L'amour étant que c'est dans la joie que je me déploie vers l'autre, c'est dans la joie que je suis en relation à l'autre, c'est dans la joie que je suis en relation avec moi-même, et c'est dans le respect, c'est dans la bienveillance, et que du coup, ça génère une forme d'amour fraternel, d'amour humain. Et là, on n'est pas dans un amour amoureux, c'est pas un amour fraternel au sens j'ai une sœur de sang, j'ai un frère de sang, etc. C'est cet amour relationnel, cet amour inconditionnel que l'on peut déployer les uns avec les autres. Et finalement, être authentique pour moi, ce serait de pouvoir exprimer pleinement notre nature spirituelle, notre essence spirituelle, et de la laisser se teinter de toute la richesse de nuances de notre humanité et de l'exprimer dans sa pleine lumière, dans ce qu'il y a de plus lumineux en nous, de travailler à mettre plus en lumière certaines choses de nous, et que tout cela se passe dans le respect de soi, de l'autre, dans la bienveillance envers soi, envers l'autre, et donc on incarne un peu plus les véritables valeurs spirituelles, et à ce moment-là, on pourra dire que on incarne l'amour inconditionnel. Et ça, ce serait profondément authentique pour moi. Eh bien, j'ai terminé pour cette vidéo. Si vous êtes toujours avec moi, je vous remercie du fond du cœur. Vous pouvez mettre un pouce levé, partager la vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser. Et puis, dites-moi en commentaire, pour vous, qu'est-ce que ça représente l'authenticité? Comment s'exprime l'authenticité pour vous? Comment elle se verbalise, elle se concrétise dans votre vie? Je serai très heureuse de vous lire. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, je vous invite fortement à le faire, comme ça vous serez notifié à chaque sortie de nouvelles vidéos. Et puis bien sûr, ça soutient mon travail, ça donne plus de visibilité à ma chaîne sur YouTube, et ça permet à d'autres personnes comme vous eh bien, de découvrir ce que je propose. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo pour ce moment partagé ensemble. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite d'être authentique, bien évidemment. À très bientôt.